Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Dorian Fournier. Salut Dorian. Salut Marc, merci Ah pour bah, l'invitation. écoute, c'est un vrai plaisir. Je sais qu'on va avoir plein de belles choses à partager sur ton parcours, sur différents sujets liés à l'immobilier. Alors, sans plus attendre, je te laisse nous présenter ton parcours, ce que tu fais, qu'est-ce qui fait que on est là aujourd'hui ensemble. Ouais, mon parcours, et je vais le résumer en 4 mots. C'est l'ancien notaire devenu agent immobilier. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça que je présente un peu mon profil pour que tout de suite ça fasse déclic. On voit à peu près ce que je suis comme ça. Parce qu'en fait, moi je suis un pur produit juridique à l'origine. Voilà, j'ai fait la licence, le master, les études pour devenir notaire. Je suis devenu notaire assez rapidement, assez jeune. Notaire salarié, hein, je n'avais pas mon étude. Au bout de 2 ans et demi d'exercice, je me suis dit, il y a quelque chose à faire côté agent immobilier. Je ne sais pas si tu veux que je vienne tout de suite au pourquoi j'ai fait ce Ouais, changement. ouais, parce que c'est clairement un parcours assez singulier. Le fait de bon, déjà rentrer dans le notariat, ça passe par beaucoup d'années d'études, hein. Et donc, qu'est-ce qui a fait, c'est quoi le déclic qui a fait que d'une situation où tu étais peut-être destiné à prendre une étude plus tard, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé, alors pas dans le côté obscur parce que j'ai fait la même chose, Non. qu'est-ce qui a fait que tu as basculé sur la partie immobilier? Ouais. Faut pas dire le côté obscur, et en fait c'est vraiment souvent ce qui revient, surtout alors quand on passe du côté notaire, officier public, etc., à agent immobilier. Ça fait un peu, voilà, le notaire c'est celui qu'on écoute, on l'appelle maître. L'agent immobilier c'est celui auquel on n'ouvre pas, voire on lui claque la porte au nez, quoi. Donc c'est vrai que j'ai fait un changement du tout au tout, quoi. Ouais. Et on me l'a fait remarquer. En fait, depuis toujours, alors déjà familialement, etc., l'immobilier, l'investissement immobilier, ça a toujours été quelque chose qui est en filigrane, quoi. Euh, c'est pour ça que le notariat, ça, je m'y retrouvais très bien, en plus de tous les autres aspects, parce qu'on fait du droit de la famille. Je pense que les gens qui nous regardent ou nous écoutent sont plus ou moins des investisseurs ou ont déjà eu affaire au notaire. Ils doivent voir à peu près ce que c'est. Les donations, parfois même du droit des sociétés. On fait quelque chose d'assez large. Mais il y a toujours une question de transmettre, et notamment, ça peut être transmettre de l'immobilier. C'est la vente immobilière, c'est ça. Et moi, ça, j'ai toujours été vraiment attiré par l'immobilier, notamment. Et je me suis dit quand même, j'aime bien me prendre du recul et analyser les choses. Et je me suis dit, la transaction immobilière, c'est une chaîne. Une chaîne avec plusieurs professionnels. Ça commence avec un intermédiaire immobilier et ça finit nécessairement chez le notaire. Parce qu'en France, il y a encore ce monopole, le notaire doit arriver dans la chaîne, en bout de course. Et c'est d'ailleurs très bien qu'il y soit parce que c'est vraiment une garantie. Mais j'ai remarqué que ces professionnels-là ne parlent pas toujours la même langue. Ils sont sur la même chaîne, mais ils ne parlent pas toujours la même langue. Ils ne se comprennent pas parfaitement. Et le passage de flambeau était jamais parfait. Alors, allez, si, il est parfois parfait, mais finalement, c'est assez à la marge. Et je me suis déjà interrogé au quotidien quand je reçois les dossiers sur le bureau. Il y avait toujours un petit truc. Et en fait, ce que j'aurais voulu, c'était de me dire, j'aimerais avoir des agents IMO, des mandataires IMO, qui savent exactement quels sont nos besoins pour pouvoir y répondre au mieux et que en fait, ce soit hyper fluide et qu'il n'y ait pas ce petit grid qui arrive assez régulièrement. Alors, ça arrive très rarement, ça peut arriver comme dans tout, c'est pas le sujet, mais il y a toujours des petits ajustements. Et là, je me suis dit, en fait, ça va être moi. Ça va être moi qui vais faire ce pont entre les deux. Moi, j'aime faire les ponts entre les gens, j'aime faire les ponts de compréhension. Et là, c'est carrément ce que je veux faire. Donc, je le fais à 2 niveaux. Déjà, en créant une agence où les clients que j'accompagne, mais je fais ce pont-là avec le notaire. Je le vois quand je parle la même langue que les notaires, c'est plus fluide, quoi, à ce niveau-là. Est-ce que déjà, les notaires avec lesquels tu collabores, comment tu te présentes? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant rapidement pour créer du lien ou pas du tout? Alors, oui, je vais te répondre oui. Alors, vu que c'est souvent sur Bordeaux, moi je suis resté sur Bordeaux. C'est quand Ouais, même un avantage. C'est des anciens confrères, des anciennes consoeurs, même si j'ai pas une antériorité de fou, on se retrouve assez vite. Soit on a déjà travaillé ensemble, soit on se connaît.
soit je me présente. Et même dans le parler, je vais leur dire des trucs qui sont très précis, qui correspondent à leur quotidien. Et donc, ça peut Et vite. qui n'ont pas l'habitude d'entendre de la part des autres agents Oui, c'est immobiliers. ça. Je vais utiliser les acronymes et tout. Ouais, Et donc, et puis je le dis aussi parce que malgré tout, on le sait, dans le marketing, la communication, le principe d'autorité, quand tu dis je peux parler la même langue que vous parce que j'ai été de votre côté, c'est à la fois effet miroir et familiarité et effet d'autorité. Tu dis, OK, je sais de quoi je parle aussi bien que toi. bien sûr. Bien sûr. Et ce niveau égalitaire ou presque, en fait, je dis, viens, on va travailler main dans la main. Tu vas voir ce que j'ai pas vu, je vais peut-être voir ce que tu n'as pas vu, et puis comme ça, c'est bien. Voilà. Et puis le deuxième aspect de ce pont que je veux faire, là, je suis encore en train de travailler là-dessus, mais on s'est rencontrés comme ça, hein, c'est LinkedIn. Moi, je communique énormément. J'essaie de faire au quotidien ce pont-là. Voilà. Donner des infos que j'ai extrait du notariat, de la pratique notariale. J'en fais un lien fort avec ce qui se passe sur le terrain, on va dire les métiers de l'immobilier plus prosaïquement. Et voilà, c'est ça que je vais mettre en place et continuer avec, je me dirige vers la formation, etc. Voilà. J'aimerais pouvoir apporter cette boîte noire, là, sortir ce qu'il y a dans cette boîte noire du notariat pour le délivrer un peu plus sur le terrain. Par rapport à ça, il y a 2 questions qui me viennent. La première, tu disais en France, les notaires ont le monopole sur la partie transaction. Il y a une lumière qui s'allume là. Comment ça se passe dans les autres pays? Ça dépend finalement, parce qu'il y a 2 gros modèles. Il y a le modèle, c'est cours de droit, ça c'est ce qu'on appelait le droit continental, ce qui est hérité du droit latin, etc. Et il y a le droit du Commonwealth, voilà, les pays du Commonwealth. Et en fait, globalement, il y a des pays ou des systèmes juridiques avec notariat et des systèmes juridiques sans notariat, ou des espèces de notaires, mais qui sont plus des tampons d'enregistrement. Et donc, dans les pays anglo-saxons, c'est aux mains des avocats plutôt, qui font un travail à peu près équivalent, mais pour le coup, le notariat a cette vertu-là de sécuriser à fond les transactions, parce qu'il y a un socle commun. Quand tu es notaire, tu as bac+8. Hein. Donc, tu as eu le temps d'en voir passer des connaissances. Et en fait, c'est ça. Il y a vraiment une superbe expertise dans ce milieu, dans ce métier. Et il est de moins en moins apprécié, aussi bien par les clients que parfois par les autres professionnels. Alors, la confusion, ce qu'on entend par les fameux frais de notaire qui n'en sont pas, finalement. Et l'abus de langage. C'est ça, l'abus de langage qui fait que finalement, dans ce qu'on appelle les frais notaires, il y a énormément de taxes. Alors, OK, on va pas plaindre les notaires qui bossent bien, parce que voilà, le chiffre d'affaires va en conséquence, mais c'est vrai que cet abus de langage fait que il y a peut-être une vision de peut-être des acquéreurs qui se disent attendez, les frais de notaire, c'est à ce montant-là, ça peut jouer sur un aspect peut-être un peu négatif de la profession. Mais ce que tu dis, c'est que dans les autres pays, ça va être géré par des avocats. Ce que tu veux dire, c'est qu'en France, on a la chance d'être, tu penses, mieux protégé, mieux accompagné? Clairement. Je pense que c'est vraiment une chance. Je vais te donner 2 anecdotes sur ça, ou deux fun facts. Le premier, alors je vais être sur quelque chose assez évasif en termes de statistiques, je n'ai pas repris, c'est un truc de mémoire. En France, globalement, la vente immobilière, on va dire, il y a pour 1000 ventes immobilières, il y a un sinistre, un truc qui finit en procès. Aux États-Unis, c'est un taux fois 50, quoi. Parce que c'est certes plus rapide, c'est l'américain, l'efficacité, rapidité. Straightforward. Voilà, tu le dis mieux que moi avec l'accent. Mais derrière, on peut plus facilement aller chercher l'autre. Après, c'est aussi leur culture procédurière, procédurale. Le notaire évite d'en arriver là, au maximum. Ouais. Et c'est à la marge qu'il y a de la casse. Deuxième fun fact, il y a un grand pays qui, assez récemment, par rapport à l'histoire, a adopté le notariat à la française. Tu le sais ou pas? Non. La Chine. 1,3 milliard d'habitants dans le monde ont adopté le notariat à la française. Et avec des notaires français, etc., qui ont donné les clés pour monter un notariat équivalent. Ça ferait pas l'objet d'un super post LinkedIn, ça? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Mais c'est vrai que, tu vois, j'essaie de pas être trop pro note, enfin, pas que sur Non, le bien sport, sûr, parce que c'est plus mon quotidien. bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu fun fact, quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Par rapport à ça, est-ce que tu le vois déjà, ça transpire en ton activité, le fait que tu as ce bagage, entre autres juridique, et le fait d'avoir traité en amont, dans le cadre de ton ancienne activité, beaucoup de dossiers, qui fait que c'est vraiment un game changer par rapport à d'autres aujourd'hui, par rapport à d'autres acteurs de l'immobilier? Ben, en fait, je vais pas. Là, tu vois, au début, hein, vraiment, j'avais cette tendance à dire oui, je vais faire mieux sur cette. En fait, on fait différemment. J'ai pas toutes les qualités sur tout. Par exemple, commercialement, ben, c'est pas tant ma qualité, tu Ouais, vois, que juridique. Je vais pas faire semblant. C'est ma zone, qu'on dit, la zone de génie. Là, j'y suis et j'en profite. J'en fais profiter mes clients. En fait, ce qui est génial et vraiment, c'est gratifiant, c'est quand on arrive à avoir des délais. Que beaucoup n'imaginent pas sur la partie notariale. On se dit mm, toujours, dans la partie notariale, on ne peut rien y faire, c'est des délais incompressibles, on ne peut pas aller plus vite. Mais il y a des cas pour lesquels on peut aller très vite parce que on fait les choses en amont. Moi, c'est vraiment ça, c'est mon leitmotiv. On anticipe. Pour donner un exemple, là, en début d'année, on a signé un acte. La visite du bien, la découverte du bien par l'acquéreur le 30 janvier, la signature de l'acte de vente définitif le 27 février. 28 vache. jours plus tard. Et on n'est pas passé par un compromis ni une promesse. D'accord. Et on a perdu du temps, on a mis beaucoup de temps parce que l'acquéreur ne pouvait pas verser l'argent immédiatement. On pouvait le faire en Ouais, 4 jours, techniquement. d'accord. Pour tout un tas de raisons, il y en a qui vont dire mais oui, mais il y aurait eu ça, ça, ça. Non, il n'y avait pas le droit de préemption urbain. C'était une société, il n'y avait même pas le droit de réflexion ou de rétractation. Ils achetaient cash. Voilà. Donc ça faisait 3 éléments qui auraient pu bloquer, qui faisaient qu'on aurait pu signer en 72 heures. Mais vraiment, parce que tout était vu, tout est fait, le dossier était complet. C'est parce que je sais exactement quelles sont les barrières qu'on peut faire tomber et celles qui sont intangibles. Et là, c'était un cas où les étoiles s'alignaient, on pouvait aller très vite et très rapidement et sans être hors la loi. Comment dire, on ne va pas faire prendre de risques à l'acquéreur non plus en faisant ça. Voilà, tout est encadré. Donc on peut faire des trucs vraiment, c'est énorme. Acheter un bien, tu le découvres le lundi, tu peux en être propriétaire le vendredi. Même pour acheter une voiture, c'est plus lent. Ouais, alors que le délai, aujourd'hui, le délai standard, ça va être allez, 3 mois, quoi. Oui, entre une visite et l'acte Ah définitif, oui, non, c'est non, même non, 4. ouais. Non, non, ouais, c'est ça. Si on prend la visite, ouais, probablement, ouais, c'est minimum 4 mois. Ouais. Mm. Ça. Alors encore une fois, hein, on ne peut pas faire ça à chaque fois. Bien sûr. C'est ni possible à chaque fois, ni souhaitable à chaque fois. Là, au contraire, j'ai un dossier, un projet de vente. Eh bien, visite, on a signé finalement un mois plus tard le compromis parce qu'il y avait un besoin de temporiser pour tout le monde, parce que ça s'est vendu très très vite, la partie trouver un acquéreur. Et ensuite, on a mis un délai de 5 mois entre le compromis et la vente. Donc là, on aura mis 6 mois entre la visite et la vente, parce que c'est pas parce qu'on peut aller vite qu'il faut aussi. Là, les Mm. vendeurs ont déménagé dans l'été, etc. Donc, on peut correspondre aux besoins de tout le monde. Le rôle du professionnel, ça va être d'anticiper au maximum les points de friction, en fait. C'est comme ça que je le vois, ce métier. Mm. Vraiment pouvoir anticiper. Parce que là où pour moi il y a un biais chez certains, alors il y a, encore une fois, j'ai certains parce qu'il y a de très bons pros, il n'y a pas de problème. Il y en a, c'est carré, ça va, ils savent où ils vont. Mais le problème de certains, et malheureusement, je trouve qu'il y en a encore trop, c'est de partir bille en tête sur une commercialisation. Trouver un acquéreur vite, mais il y a des choses qui peuvent être manquantes. Et là, il y a le filtre du notaire. Et là, il dit, ah ben ouais, il manque ça, alors on perd 3 semaines, alors ceci. Et j'ai des témoignages au quotidien. Je ne l'invente pas. Déjà, je le voyais dans l'étude. Et puis, il y a des gens qui me disent, ah oui, c'est vrai que ceci, cela, quand j'y pense, le diagnostic assainissement, on s'en est rendu compte une fois qu'on avait saisi le notaire. Du coup, c'est 3 semaines parce que c'est un service public qui nous le fait, c'est le SPANC. Il y a plein de trucs comme ça. Mm. Et donc, en ayant bien audité, en fait, c'est un audit que je fais. J'audite le bien, la situation, et on peut gagner beaucoup de temps. Il y en a qui le font très bien, hein. Ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est ultra important. Mais ça, nous, c'est très très souvent, hein, dans le cadre de projets où il manque ah bah ouais, les diagnostics. Bah il y a un diagnostic d'un appartement où il faut refaire le diaplomb ou je ne sais quoi. Enfin,
bon, c'est des choses qu'on pourrait clairement anticiper en amont si jamais côté vendeur. Donc nous, on est toujours côté acquéreur, mais si côté vendeur, voilà, ça avait été suffisamment, il y avait une checklist, enfin voilà, c'était suffisamment anticipé, quoi. Checklist, tu l'as bien dit, on ne peut pas travailler tout de tête. Ah, il y a bien des sûr. réflexes, il y a des trucs, mais il faut des checklists. Il y a tellement de choses à voir. Il y a même des trucs, c'est insondable. Je vais te donner un exemple. Même sur la situation du vendeur, si le vendeur il a reçu le bien qu'il revend là par donation, bah, il y a quand même des trucs à vérifier. Parce que potentiellement, il faut demander l'autorisation des frères et sœurs pour vendre. Mais si tu commercialises sur la seule signature du propriétaire, ce qui paraît juste, tu as un propriétaire, c'est lui qui donne le mandat et qui va signer tous les actes. Mais sauf que si au final, tu trouves un acquéreur, tu te retrouves chez le notaire et qu'il y a un acquéreur, un des frères et sœurs du vendeur, et qui ne s'entend pas bien, les relations sont tendues, il ne voudra jamais le laisser vendre, on est bloqué en fait. Oui, bien sûr. C'est même pour le professionnel, c'est un travail qui est réalisé, du temps perdu, de l'argent dépensé, pour au final bloquer. Parce que c'est des notions très juridiques. Non, on est totalement en phase là-dessus. Il y a un point qui m'intéresse également, parce que je suis aussi passé par là, c'est est-ce que tu te souviens du moment précis où tu as pris la décision, le fameux déclic où tu t'es dit, ça y est, c'est clair pour moi, c'est ça que je veux faire. Tu te souviens de cette transition? Tu te souviens de... Je me souviens pas d'un jour J. En fait, ça a été une prise de conscience dès ma formation, dès que j'étais dans un stage dans les études, déjà jeune, à 21 ans, 22 ans, je trouvais qu'il y avait des flottements, les clercs de notaire qui se disent ah, ça manque. Enfin, ça crée beaucoup de frustration dans le métier au quotidien. C'est pour ça que c'est un métier qui est pesant pour beaucoup, parce que on est vraiment dans un étau entre des agents qui, c'est normal, ils veulent que ça aille vite, ils veulent que ça bouge, les clients aussi, mais ils ont le vendeur qui semble avoir parfois des intérêts contraires à l'acquéreur. Nous, c'est la loi qui fait. Voilà, donc c'est de toutes parts. Et nous, on est au milieu, pressé comme un citron et essayer de trouver quelque chose qui convient plus ou moins à tout le monde, ou parfois tout simplement en imposant, en disant non, là, on ne peut pas, on doit attendre un mois. Et alors là, on est porteur de mauvaises nouvelles. Voilà. Ils confondent parfois le message et le messager, mais ça, c'est humain. Ça. Et donc du coup, toi, il n'y a pas eu de déclic particulier? Non, il n'y a pas eu un déclic fondamental. Il y a eu un moment où, effectivement, je bossais beaucoup en termes horaires et j'avais l'impression vraiment de courir après et continuellement éteindre des incendies. Et en fait, on travaille dans l'urgence constante parce qu'il manque énormément de personnel dans le notariat. Il y a un manque. Globalement, il manquerait 10% pour que tout le monde soit au calme. Alors, ça, c'était avant que le marché ralentisse, peut-être aussi. Ça, c'est hallucinant, quelles que soient les études, en tout cas celles qui marchent, pour être nous en contact avec les notaires, mais surtout avec les clercs de notaire aussi, et qui fait que c'est un peu le même message quand tu vas. Nous, on a la chance de travailler avec des études également très compétentes, et quand on va sur place, on voit cette tension de la charge de travail. Nous, on a la chance de travailler sur plusieurs régions en France, et c'est pas lié à une étude en particulier ou un secteur, c'est vraiment généralisé. Ça, c'est ouais. Ouais, c'est structurel, ça. C'est systémique. Le système est fait comme ça. Alors, je saurais difficilement l'expliquer. Et c'est pour ça que, dans ma volonté aussi, il y avait décharger aussi les études de certaines choses. Se dire, moi, le but, c'est que quand je t'envoie un dossier, mais tu es serein, quoi. Tu fais ce que tu as à faire, mais je veux que tu sois déchargé de certaines choses. Tu vois, parce que, en fait, c'est un peu la famille que je sers, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, et pour juste conclure sur la partie des clés, pourquoi je t'ai posé cette question-là? Parce que je viens pas du notariat, moi je viens de l'industrie. On en avait déjà parlé ensemble. Je suis ancien patron d'usine et je me souviens la décision de quitter mon job de patron d'usine. À l'époque, j'étais patron d'usine et patron des opérations au niveau de l'Europe et du Moyen-Orient, donc pas mal de responsabilités, plus de 200 personnes. Et donc, je me souviens très bien du moment où j'ai pris la décision de vouloir quitter. Ça s'est fait 1 an avant, c'était en 2017, et j'ai quitté mon job en 2018. Je me souviens très bien du moment où j'ai pris la décision. J'étais retourné un week-end chez mes parents. Il faisait super beau, je courais au bord de mer et j'avais les écouteurs et j'écoutais. Je commençais déjà à être en réflexion. J'écoute un podcast de Tony Robbins et je suis très axé
développement personnel. Et puis, alors je sais plus exactement la terminologie de ce qu'il disait, enfin les mots qu'il utilisait, mais ça a fait comme une onde de choc. Mais ouais, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, et je sais exactement, voilà, je sais où j'étais quand j'ai pris la décision. Et bon, après, il a fallu mettre ça en place, donc ça s'est fait 1 an après. Mais le déclic, il est venu de là. Donc je me suis dit, peut-être que tu avais vécu quelque chose de similaire. C'est marrant, tu as un véritable ancrage mental même Ah oui, du complètement. mouvement. Ouais, je sais exactement où est-ce que j'étais. Et donc, Ça, c'est lié à mon caractère. Hein. C'est souvent que j'ai pas le moment où tout bascule. Je n'ai ouais, pas trop ça. Moi, c'est toujours très vague. ouais. Voilà, c'était pour le petit partage perso, mais je voulais aussi voir avec toi ton expérience dans l'investissement immobilier. Est-ce que tu as, à titre perso, déjà investi? Est-ce que ça s'est bien passé? Quelles sont éventuellement les problématiques auxquelles tu as été confronté? Ouais. Alors, j'ai investi. Après, je me suis coupé l'herbe sous le pied parce que là, je vais avoir 30 ans. Là, donc, Mm. je me suis coupé l'herbe sous le pied dans la mesure où je suis plus finançable actuellement. Là, j'ai lancé ma Ouais, boîte bien il y a sûr. même 2 ans. Il faut créer la clientèle, machin, Bien sûr. etc. Et puis ensuite, il faudra au moins 2 bilans qui soient positifs, etc. Et il faut que je rattrape mon niveau de vie antérieur, en plus, ce qui n'est pas encore le cas, pour être tout à fait honnête. Par contre, quand j'avais mon CDI, je le lis au passage, hein, si vous avez un CDI, c'est quand même la panacée, là. Il faut vous endetter à hauteur de ce que vous pouvez pour investir. Faut y aller à bloc. Ben oui, il faut y aller à bloc. Et là, maintenant, de fait, moi, je suis surendetté. Ouais, c'est ça. Je suis plus que 33%, là, largement. Sûr. Enfin, largement, oui, je suis plus que 33%. Et du coup, j'ai pas acheté grand-chose, donc j'ai fait un vrai investissement locatif. Et puis, j'ai acheté ma RP derrière. D'accord, L'investissement locatif, je suis allé sur une ville secondaire, en l'occurrence, c'est Périgueux, en Dordogne, la préfecture de la Dordogne. Alors, je me suis dit, je vais faire à Périgueux, c'est une ville universitaire qui même dépend de Bordeaux, c'est une antenne bordelaise, donc il y a quand même un petit vivier étudiant. Et j'ai trouvé une résidence juste à côté de la fac. Et je me suis dit, allez, c'était un 3 pièces. Je me suis dit, je vais faire une petite coloc de 2. Sur le papier, ça parfait et tout. Alors, j'ai pris un appart, mais pourri, pourri. Il était en vente depuis un moment. ce qu'on aime. Ouais, mais, oui, c'est ça, tout ce qu'on aime. C'est honteux, mais j'ai fracassé le prix. C'est passé parce que. Mais il était immonde. L'appart était immonde. Il y avait tout à refaire. C'était une résidence des années 60. Rien n'avait été fait dans cet appartement. Rien. Depuis les années 60. Il y avait des trucs, c'était lunaire. Anecdote, dans la salle d'eau, il y avait une espèce de baignoire. C'est entre un réceptacle de douche. C'était un réceptacle de douche un peu haut, Ouais. donc à 60 cm, donc quasi baignoire, qui partageait son robinet avec le lavabo. Donc, soit le robinet, on le mettait sur le lavabo, soit on le tournait et il allait dans le réceptacle de douche. On fait vraiment un truc, et puis évidemment le bidet. Donc, c'était vraiment jus années 60. Je l'ai acheté une bouchée de pain, entre guillemets, et vu que j'aime optimiser les investissements, parce qu'au niveau connaissance, c'est bon. Après, je suis moins allé dans les travaux. Ça se voit peut-être, j'aime peut-être un peu, un peu moins mettre la main, même si j'en ai fait. Mais alors, ce que j'ai fait, il y avait quand même pas mal c'était pas du gros œuvre, évidemment, mais c'est du second œuvre plus. J'ai fait refaire toute l'isolation par l'intérieur, etc. Ouais. Donc, sur ça, j'ai anticipé même la réglementation, j'ai eu le nez creux. Donc, un appart qui était vraiment en G ou un truc comme ça, il est passé en D ou C, parce que vraiment, j'ai isolé tous les murs, etc. Et donc là, j'ai fait appel à un maître d'œuvre. Et parce que j'étais à distance, parce que je sais quel est l'intérêt aussi d'avoir des entreprises assurées. Bien sûr. S'il y a quoi que ce soit, c'est eux qui prennent, c'est pas toi à titre personnel. Et après, moi, je me suis gardé, on va dire, les finitions, mais finitions pas mal quand même. Hein. Des week-ends et des vacances, j'en ai passé. Et donc, voilà, ma petite coloc, mais alors ensuite, c'est ça où il y a le piège, c'est que cette petite coloc, elle s'est lancée, très bien, un étudiant en fait, et un monsieur une quarantaine d'années qui était en mobilité, pas un bail mobilité, mais il était en mobilité professionnelle. Et donc, en fait, il y a eu une coloc intergénérationnelle qui s'est faite, c'est très bien passé. Et là, derrière le Covid, donc plus d'étudiants. Alors là, bon, ça a été compliqué, j'ai eu une vacance locative, etc. Et finalement, ça m'a gonflé. J'ai été à 2 doigts de le vendre. Et je me suis dit non. J'avais un super taux, enfin, j'ai toujours un super taux, et ça se garde. Malgré tout, j'ai fait un bon levier travaux, bon effet de levier travaux.
Je l'ai mis en gestion locative et ça roule tout seul et ça rapporte, j'ai un bon cash flow. Donc voilà, je m'en sors bien. Donc là, tu as arrêté la colocation, en fait. Oui. Tu Mais l'as arrêté. je perds pas, je perds toujours un peu, mais pas non plus parce Mm. qu'il était bien meublé. Hein. J'ai fait un truc vraiment chiadé. Bah, le risque avec la colocation, bon, hormis bien sûr l'effet Covid qu'on pouvait pas anticiper, mais c'est également possiblement les vacances en juillet-août, où là, bon, si tu as de la chance, ils veulent rester l'année d'après, donc tu leur fais peut-être un prix sur juillet-août, mais c'est loué en grande partie. Mais ça arrive souvent que bah voilà, tu as des départs, quoi. Tu as des départs, soit en mai, en juin, donc à ces périodes-là, c'est compliqué, ou alors ça part en janvier ou en février pour des stages. Donc du coup, bah, il faut que tu trouves quelqu'un pour compenser. C'est toujours un peu source de stress, quoi. Ouais. Alors, soit, voilà, comme tu dis, soit c'est des étudiants qui sont très bien, ils veulent être sûrs de le retrouver et même ils peuvent payer taux plein sur l'année complète. Hein. Ça arrive réellement quand on a un bon produit. Et d'où l'intérêt aussi de faire un bon produit. Ça, c'est le truc que je voulais louer, un truc très bien. Vraiment, je me dis, je voulais pouvoir y vivre moi. Et en plus, il est super agréable quand les travaux se terminaient, qu'on passe les nuits dedans. On se réveille le matin, c'est un truc en étage, vue et tout. Franchement, c'était sympa. Donc, si je m'y sens bien, je suis content de le louer. J'ai horreur de le louer, un truc où je ne vivrai pas. Quoi. Pour moi, ça, c'était une évidence. Et comme ça, on trouve des meilleurs locataires. Enfin, ça fait partie des quelques fondamentaux de l'investissement où on te dit, si tu fais des prestats plutôt élevés, bah, tu auras les locataires les plus élevés aussi. Et c'est exactement nous ce qu'on propose à nos clients. Comme tu sais, nous, on accompagne nos clients dans leurs projets sur les immeubles dans des communes de 10 000 à 50 000 habitants. Et la stratégie vraiment qu'on adopte avec eux, c'est de faire des travaux, pas partir dans des délires, mais faire des travaux de qualité avec cuisine équipée, on refait la salle de bain, on fait un beau sol, la peinture, on revoit toute la partie électrique, bien sûr, on est vigilant sur la partie énergétique aussi. Et tout de suite, bah, quand tu te positionnes en fourchette haute du marché en termes de prestat, comme tu dis, tu vas pouvoir attirer le top 10, le top 20% des locataires du secteur, c'est évident. Bien sûr. Donc, tu vas pouvoir louer plus cher, enfin en tout cas en fourchette haute du marché, tu vas avoir moins de vacances locatives, tu vas pouvoir choisir tes locataires. Donc voilà, clairement, tu gagnes de tous les côtés, quoi. Bien sûr. Non, mais voilà, ça, c'était mon principe et je me doutais que, enfin, je le sais, je vois comment tu bosses, c'était évident qu'on partageait ça. Et justement, j'ai fait du meublé, donc régime LMNP. Ah, et donc on y vient. On y vient. On Je y t'avais trouvé la transition. Hein. Ça, merci. Hop, la passe décisive. Parce que C'est ouais, le cas. je voulais qu'on échange aussi sur ce sujet-là. Nous, à peu près, on va dire, sur les immeubles qu'on propose, 80% des projets qu'on fait sont en SCI, plutôt à l'IS, et 20% en nom propre, en meublé, donc en LMNP. Et on s'est mis d'accord ensemble, Dorian, sur un sujet qui pourrait intéresser les investisseurs, les personnes qui nous écoutent. Et clairement, même si aujourd'hui, on sait que, et là, on va en parler au niveau gouvernemental, il y a un sujet du LMNP. Et est-ce que ça va continuer en ce sens? En tout cas, aujourd'hui, ça reste vraiment la niche avec le plus d'optimisation fiscale où on bénéficie quasiment des mêmes avantages que d'investir en société alors qu'on est en perso, quoi. Ouais. Donc, je te laisse nous présenter les avantages d'investir dans du LMNP. C'est à toi, lâche-toi. Ah, je vais me lâcher. Mais déjà, je vais faire de façon très simple, avant de même de dire ce que c'est, etc. Je conseille systématiquement Parfois, ça sert à rien de rentrer dans les usines à gaz, etc. Il y a beaucoup. En fait, D'accord. là, on a même un biais. Tu l'as, je l'ai un peu, et j'essaie toujours de m'en départir. C'est qu'on est tellement dans le bain qu'on a l'impression que tout le monde a globalement des notions, etc. Mais en fait, il y a vraiment, je ne sais pas, 90% des Français qui sont très loin de l'investissement immobilier. Et leur dire qu'il y a un dispositif fiscal, en l'occurrence, et on va voir, c'est du fiscal dont on va parler. Et ça, on va remonter jusqu'à la base, parce que le fiscal, c'est la fin. Voilà. Et en fait, dire qu'il y a ça, et que moi j'appelle ça une niche fiscale. Certains disent non, c'est pas ça une niche fiscale. Je considère que c'est une niche fiscale globalement. Mais en fait, il faut y aller. Quand on veut investir, il faut avoir ça dans son portefeuille d'investissement immobilier. C'est pas pour rien. Là, je le dis, je me le suis appliqué à moi-même. J'en ai fait un, c'était ça.
LMNP. Je me dis, c'est pas possible de passer à côté de ce régime qui est, c'est un régime de faveur, quoi, vraiment. Donc, il y a des trucs pour investir. En France, on se fait imposer, certes, mais il y a vraiment des choses pour passer un peu à travers les mailles du filet, quand même. Ouais. Et le LMNP en fait partie dans l'immobilier. Donc, déjà, LMNP, je peux y aller, là, du coup. Ah, vas-y, lâche-toi. Pour préliminaire, là, je fonce. C'est bon, t'y vas. Alors, LMNP, c'est un sigle qui veut dire loueur meublé non professionnel. Et en fait, comme je le disais, c'est une notion d'ordre fiscal. Et ça, c'est un biais que beaucoup de gens ont. Ils prennent le fiscal pour la loi. Il y a la loi fiscale et il y a le reste. Pour arriver à bénéficier du régime LMNP, loueur meublé non professionnel, il faut faire de la location meublée. C'est ça, en fait. C'est de la location meublée qu'on fait. Et donc, on bénéficie du régime LMNP fiscalement. Déjà. Le LMNP, c'est pas autre chose que du fiscal. Le LMNP pourrait être mis en question, pourrait tomber, on ferait de la location meublée. Voilà. Et là, ça tombe qu'on a adossé à un régime fiscal spécifique. Je voulais déjà redire ça. On est sur de la fiscalité. C'est la fin, en fait. Et vu qu'on veut viser ça, on fait un rétro-planning où on fait tout pour rentrer dans la case. Ok, donc location meublée. Je vais te faire un petit partage d'écran si tu veux là. Ouais, avec plaisir. Voilà. Là, je suis resté sur mes petites présentations habituelles, telles que tu les connais, où je me mets en scène, ça me fait marrer toujours. Merci de nous partager tes lumières, encore une fois, Dorian, sur le ton de l'humour également, ce qu'on apprécie. Donc vas-y, lâche-toi. Donc, j'ai mis des meubles là à l'écran, parce que loueur en meublé non professionnel, c'est avant tout meubler un bien. Il faut le meubler pour pouvoir entrer dans le cadre du LMNP. Et donc, il y a un décret de 2015 qui nous dit la liste minimale des meubles qu'un logement doit contenir pour être considéré comme un bail meublé. Parce qu'en fait, on va signer un bail meublé, et ce bail meublé, ensuite, fiscalement, les recettes générées par les loyers, fiscalement, ce sera le régime du LMNP. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis amusé à mettre des meubles, parce qu'en fait, c'est la base. Il faut meubler. Et donc, globalement, on peut exploiter de deux façons. Soit on fait un bail meublé de loi de 89, et en fait, les locataires en font leur résidence principale de ce bien, et ils y vivent à l'année, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, effectivement, on en parlera peut-être, et on aura peut-être un échange libre après sur les avantages et inconvénients de louer en meublé. Et souvent, on a un peu plus de turnover, parce que ce sont des gens qui n'apportent pas leurs affaires, ils viennent, ils veulent quelque chose d'immédiat. Il y a vocation à faire plus d'entrées et de sorties que sur de la location nue. Même si, tu vois, sur un de mes immeubles, j'ai un peu de tout en meublé. J'ai de la coloc, j'ai aussi de la location meublée à l'année, un peu de location courte durée. Et dans un de mes meublés, j'ai la même locataire depuis, je sais pas, depuis 3 ans, quoi. Oui, c'est pas mal. La mienne, là, ça va faire 2 ans, là, tu vois. Donc, quand les gens sont bien aussi, tant mieux. Donc, rapidement, la liste pour être en meublé, elle n'est pas énorme. Par contre, moi, ce que je conseille, ce que je préconise, ça fait suite à ce qu'on disait. Il faut apporter plus que le minimum. Parce que le minimum, c'est literie avec couette ou couverture, volet ou rideau dans les chambres, plaque de cuisson, four à micro-ondes ou four à micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, de la vaisselle en nombre suffisant pour prendre les repas, ustensiles de cuisine, table, siège, étagère de rangement, luminaire, matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. C'est tout. C'est tout. On va faire de la déco, on va faire ceci, on va faire cela, on va leur rajouter un lave-linge, c'est encore mieux. C'est pas nécessaire pour bénéficier de la qualification de bail meublé et donc de l'MNP, mais sans ça, on attirera moins de locataires, c'est évident. Je pense que je suis sûr que tu partages ma vision. Ah oui, tout à fait. Donc, à défaut d'avoir l'un de ces éléments, par contre, on peut avoir la plus belle déco. S'il manque le frigo, par exemple, on n'est pas en meublé. Là, par contre, c'est strict. Il faut qu'il y ait toute cette petite liste. Ouais. Voilà. Décret de 2015, vous pouvez le trouver très facilement. 31 juillet 2015, le décret. Et donc, à défaut, on est en bail nu, vide, non meublé. Et donc, on est par contre sous le régime des revenus fonciers. Là, on ne va pas aborder le sujet là, mais moi, je fais la distinction. Location nue, vide, non meublé, je vous donne les trois synonymes. Revenu foncier, location meublée, eh bien, c'est le fameux régime du LMNP.
Important aussi pour ceux qui nous écoutent, quand on est en location meublée, il y a plusieurs régimes, mais le régime LMNP, on pourrait avoir le régime micro-BIC, mais si dans notre patrimoine, si on a plusieurs biens meublés en perso, on ne peut pas en avoir certains en micro-BIC et certains en location en LMNP. Il faut choisir son régime et c'est applicable à l'ensemble des lots dont on sera propriétaire. Oui, exact. Les régimes micro, il y en a un pour le LMNP, enfin, micro-BIC, mais micro-LMNP, on peut dire. Bon, micro-BIC, on va dire, pour bien distinguer. Les régimes micro, c'est comme dans tous les autres régimes. Hein. Micro-foncier, ça existe. Micro-BIC, quand on a une activité professionnelle, économique, artisanale, etc. Micro-bénéfices agricoles. Tous les micros existent, et y compris cela avec les limites en termes de montant de revenus. Là, sachant que même quand on est bien en dessous des plafonds, souvent, on va conseiller quand même d'opter pour le régime réel, LMNP réel, pour pouvoir déduire les charges. Bien sûr, non, mais honnêtement, dans le cadre d'investissement immobilier, ça doit être très, très rare d'opter pour le micro-BIC. Ça voudrait dire que c'est moins intéressant de déduire les charges au réel. C'est-à-dire que les charges réelles seraient inférieures à 50%, ce qui est difficile à croire. Donc, dans peut-être 98% des cas, le LMNP est beaucoup plus intéressant. Ouais. Justement, le micro-BIC, ça fait un abattement de 50% des loyers. Ça correspond, c'est un forfait de charge. Et peu importe si on a plus de charges ou moins de charges, on est imposable sur 50% des loyers. En fait, finalement, c'est simple. Ça a la vertu de la simplicité. Et par contre, la plupart du temps, les charges seront supérieures à 50%. Et notamment, je vais y venir tout de suite. Hop là, ça bouge vite. Voilà. Le loueur meublé non professionnel, donc, pour moi, il y a 4 grands avantages. Déjà, le rendement locatif plus élevé. On l'a déjà dit. Il suffit de meubler avec une liste qui est quand même pas énorme. Ça ne coûte pas un bras non plus. Mais avec une prestation supérieure, on va louer à des loyers supérieurs. Le nu est toujours moins onéreux que le meublé. Donc ça, rendement locatif plus élevé sur le principe. Meilleure disponibilité du bien. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est les aspects juridiques des baux meublés. On peut donner congé pour récupérer son bien à chaque date anniversaire, tous les ans. Tandis que le nu, on part pour 3 ans quand même. Et 6 ans si on est en société, au demeurant. Donc, le meublé, pour le coup, c'est tous les ans. Et on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la LCD, la location courte durée. Vu que la location courte durée, c'est toujours meublé, de fait, on bénéficie du même régime. Le régime du LMP, loueur meublé non professionnel, avec quelques particularités. Troisièmement, je parle de réduction de l'imposition, mais on vient de le dire, quand on a abordé le micro-BIC. Pourquoi on va réduire son impôt avec le LMNP? Réduire parfois jusqu'à 0. Par exemple, moi, sur mon appart, je suis à 0 d'impôt sur les loyers. Parce que si on est tout de suite sur de la location meublée, on va pouvoir déduire les frais d'acquisition, vulgairement les frais de notaire. On va pouvoir déduire toutes les charges d'exploitation. Et on va surtout pouvoir déduire, et ça, c'est ça qui est la niche fiscale vraiment du LMNP, du point 4, c'est qu'on va pouvoir amortir son bien et donc créer des charges qui comptablement n'existent pas. On n'a pas à décaisser d'argent et pourtant, fiscalement, on va pouvoir déduire un pourcentage de la valeur du bien chaque année, tant sur le mobilier, auquel cas l'amortissement est plus rapide, c'est sur 5 ans à 10 ans, c'est ça, 5 ans. Que sur la partie immobilière. Et là, on est sur des délais beaucoup plus longs, toujours hors terrain. Mais l'amortissement du bien, c'est vraiment ce qui permet de réduire, et parfois à néant, même si c'est bien foutu assez régulièrement, même à néant, l'imposition sur les loyers. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est exactement pour ça que des personnes font des SCI à l'IS, pour pouvoir déduire tout un tas de charges qui ne sont pas déductibles normalement des revenus fonciers. Mais en fait, le LMP permet de faire pareil. Ouais, exactement la même chose. Sur le point 3, réduction de l'imposition, il y a souvent, alors tout le monde n'est pas expert en fiscalité immobilière, souvent il y a une confusion de la part de nos clients ou de nos futurs clients lorsqu'ils nous contactent. Il y a souvent une confusion sur la notion quand on achète en LMNP, la confusion entre la partie imposition sur les loyers et imposition au niveau revenu global. Là, dans le cadre du LMNP, c'est complètement scindé. Les revenus locatifs en meublé,
c'est du bénéfice industriel et commercial. Et donc, les travaux qui sont liés aux biens vont se déduire des loyers qu'on va percevoir, mais si on est en déficit, en aucun cas, c'est reportable sur notre revenu global d'activité. C'est hyper important que tu le dises, merci Marc, parce que sinon le pont va être trop vite fait, et là il ne faut pas le faire. La confusion vient de deux choses. Elle vient de la possibilité de faire du déficit foncier, mais là on est bien sur les revenus fonciers. Les revenus fonciers, c'est la location nue. Si on loue nu et qu'on crée énormément de déficits liés notamment aux travaux, et qu'on a plus de charges que de loyers qui rentrent, on va faire, ça fait une différence. Ça fait un déficit qu'on va pouvoir imputer dans une certaine limite, qui d'ailleurs sont revalorisées dans certains cas dernièrement. Mais on pourra imputer sur son revenu global, y compris ses revenus d'activité, ce qui n'est vraiment pas le cas avec le LMNP, le loueur-meublé non professionnel. Les déficits liés à des travaux qui seraient très importants et qui dépasseraient le montant des loyers annuels, mais ils sont juste déductibles des prochains revenus, sont reportables jusqu'à 10 ans, ce qui est quand même pas mal déjà. J'ai une question également par rapport à ce qui est déductible. Alors, il y a un peu deux écoles. Alors, je mets des guillemets, les frais de notaire. Est-ce qu'on les passe en charge ou est-ce qu'on les passe en amortissement? Je ne suis pas comptable non plus, mais parce que ça, c'est une notion comptable. Je crois qu'ils peuvent le passer soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est comme pour les travaux, il y a des règles. Je crois que c'est au-dessus de 3 000 € ou ce genre de truc. Si une dépense de moins de 3 000 €, ça peut être imputé en charge directement. Plus de 3 000 €, les règles comptables, c'est vraiment des règles comptables, même pas juridiques là, ni même fiscales. Les règles comptables imposent de l'amortir, de faire passer en immobilisation et donc de l'amortir. Je crois qu'on a le choix alternatif sur les frais d'acquisition. Je préfère dire frais d'acquisition ou frais de mutation, les fameux frais de notaire. Je crois qu'il y a le choix. Bon, ça se vérifie très vite et ce que je recommande systématiquement, je sais qu'il y a des services sur Internet pour réduire les coûts, faire ça, compta, LMNP tout seul. Je ne recommande pas. Vraiment, moi je le donne à un expert comptable. Il prend son risque en tant que professionnel, il vient nous garantir. C'est comme se dire on va faire une vente sans notaire. On va dire c'est pas possible. Là, il y a la possibilité de se passer d'un expert comptable, mais je n'irai pas le faire. Voilà. Même moi qui m'y connais, pour le coup, je m'y connais, mais il y a des trucs, je m'y connais sur la fiscalité, sur le juridique. Les aspects comptables, c'est très spécifique. Moi, la comptabilité, ça ne m'a jamais emballé plus que ça. Et puis, pour le coup, on laisse le pro faire son boulot et nous garantir s'il y a une erreur, au moins, c'est à lui de répondre aussi de cette erreur. C'est des garanties. On est en phase là-dessus, Dorian. Important de se faire accompagner par des professionnels, surtout sur cet aspect-là. En tout cas, de mon point de vue, avec les années d'expérience maintenant, clairement, c'est des économies de bout de chandelle. Ça a un coût, mais en cas d'erreur, si on souhaite le faire nous-mêmes, voilà, les conséquences peuvent être très, très lourdes, quoi. Donc, surtout ne pas se priver de se faire accompagner par des professionnels compétents, quoi. Le fisc vient nous interroger, il faut savoir justifier. L'expert comptable, quand il prend un parti, même parfois c'est un parti pris, parce qu'il y a des règles qui peuvent être floues, etc. Quand il y a un parti pris, il va savoir l'expliquer. Ils vont parler d'un expert comptable à un contrôleur du fisc. Ce n'est pas le pauvre particulier qui s'est dit je vais tenter mon truc, ou alors je n'ai même pas eu conscience de ce que j'ai fait. Comment je l'explique? 4e point, la plus-value. Mais voilà, c'est là où, en fait, le 3, la partie réduire son impôt via les amortissements à charge, et le 4, c'est censé être incompatible. Et le LMNP l'a rendu compatible. Mais c'est ça qui… Alors moi qui suis juriste et expert, ça fait péter le cerveau, ça. Ça ne devrait pas exister. Mais ça existe, c'est pour ça qu'il faut en profiter. La plus-value des particuliers, c'est celle que, on va dire, tout le monde connaît. Différence entre… c'est le montant de l'imposition lors d'une revente. On a acheté 100 000, on revend 120 000, on a fait une plus-value de 20 000 € et il y a une imposition sur cette plus-value. Les particuliers sont imposés à 36,2% si on cumule l'IR, l'impôt sur le revenu, et les prélèvements sociaux. Et en fait, on reste sous ce régime, bien qu'on puisse, au cours de l'exploitation de son bien, LMNP, bien qu'on puisse se comporter comme un professionnel en déduisant toutes les charges. Il faut quand même savoir, quand on va… moi, quand j'habite Bordeaux, si je vais à Périgueux pour les besoins de l'appartement, je peux déduire les indemnités kilométriques, je peux déduire le péage, parce que c'est une charge, ce sont des frais engagés dans le but d'une activité. Ça, c'est un raisonnement de professionnel, ça. Or, on est dans la gestion de patrimoine privé.
Et si pour aller à Périgueux, tu fais sur la route, tu passes par Toulouse, tu dors sur Toulouse Non, je plaisante. Ouais, non, mais voilà, en fait, il y a cette. Normalement, les BIC, en fait, bénéfices industriels et commerciaux, sont censés exclure la plus-value des particuliers. Et là, le LMNP a fait ce lien. Ouais, bien sûr. Donc, c'est quand même très avantageux. Voilà. C'est pour ça qu'il y a, pour moi, ça relève de la niche fiscale, quoi. Ça relève clairement de la niche fiscale. Complètement en phase. Ça accumule énormément d'avantages. Il y a par contre, alors, je ne sais pas si tu vas le présenter dans un autre slide, il y a des règles à respecter quand même. Ouais. Ah bah voilà. Bah, écoute, Mais tu peux. C'est ça que tu veux voir? Ouais, entre autres. Entre autres. Alors là, j'ai bien mis le titre loueur meublé professionnel parce que on est loueur meublé dans l'esprit fiscal, on est en loueur meublé non professionnel à défaut d'être professionnel. C'est un peu, on a l'impression de fonctionner à l'envers et pourtant c'est bien comme ça que ça marche. On est loueur meublé non professionnel, LMNP, à défaut d'être loueur meublé professionnel, LMP. Et on devient loueur meublé professionnel quand on remplit, j'ai bien mis un petit et, quand on remplit cumulativement ces deux conditions. On fait plus de 23 000 euros de loyer par an et les revenus tirés des loyers de nos locations meublées sont supérieurs à tous nos autres revenus d'activité, hors revenus fonciers. Concrètement, ça veut dire que si, pour rester en loueur meublé non professionnel, admettons que je gagne 20 000 euros à l'année de mes revenus professionnels, admettons que je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise et je me verse un petit salaire. J'ai du cash. Par contre, voilà, j'ai du cash dans les sociétés, mais je me verse à titre perso un petit salaire. Admettons 20 000 euros à l'année. Pour rester, et je souhaite investir dans l'immobilier, pour rester en loueur meublé non professionnel, vu que mes revenus d'activité ne sont que de 20 000 euros, je ne pourrais pas dépasser 23 000 euros, charges comprises, de loyer meublé à l'année, auquel cas on passe en loueur meublé professionnel. Exactement. Et souvent, il y a beaucoup de confusion de la part des personnes qui nous appellent parce qu'ils restent bloqués sur ce 23 000, alors que, à l'inverse, si je gagne 60 000 à l'année et que j'ai pas prévu de baisser mon rythme de vie, enfin mon niveau de vie, ou j'ai pas prévu de changer d'activité ou de vriller comme ça a pu être le cas pour moi, d'une situation très très stable à tout quitter pour faire de l'immobilier mon activité. Mais admettons qu'une personne gagne 60 000 euros à l'année, elle peut monter en revenu locatif meublé jusqu'à ses 60 000, elle sera éligible en tant que loueur meublé non professionnel. C'est même plus qu'être éligible, c'est qu'elle doit être loueur meublé non professionnel parce qu'elle ne peut pas prétendre être loueur meublé professionnel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la réflexion est presque inverse. Et oui, puisque vu que c'est cumulatif, il faut à la fois dépasser 23 000 et que ce soit supérieur à tous les autres revenus. Si on a des revenus d'activité pharaoniques, en tout cas, si on gagne 100 000 euros par an, mais on peut faire du loueur meublé et avoir des locations qui rapportent jusqu'à 100 000 euros par an. Pour info, 23 000 euros à l'année, ça fait 1 900 euros par mois, plus de 1 900 euros par mois. Quand on fait un petit investissement dans un petit appart, etc., bon, globalement, ça passe. Alors, en fait, oui. En fait, tiens, moi, j'avais fait le calcul. Concrètement, pour ceux qui veulent, alors pas acheter des immeubles, même des immeubles, c'est tout à fait faisable. Sur cette limite des 23 000, ça pourrait être un immeuble on va dire, de 4 logements meublés. Moi, j'avais fait l'analyse. Ça peut correspondre à deux colocs de 3 chambres, en fait. Des colocs qui sont loués en moyenne 350 la chambre. C'est un peu de charge locative. Ouais, ça fait 2 colocs de 3 chambres. On arrive à peu près à ces 23 000, quoi. Et sachant que c'est important de dire, c'est charges comprises. C'est pas hors charge. Ça dépend des emplacements quand même, parce que coloc de 3, ça peut aller aussi très vite. C'est vrai, tu as raison. Toute proportion gardée. Coloc de 3, on peut les faire, les 1900. Ouais, non, mais c'est ça. Après, tout dépend si on est à Paris ou à Bordeaux. Même Bordeaux. Allez, une très belle coloc, 3 chambres. Enfin, non, Bordeaux, c'est foutu parce qu'il y a l'encadrement des loyers maintenant et ça comprend les colocations. Bon, mais bon. Ça comprend les colocations, tu achètes pas. Ok.
Sofa, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet, mais ça comprend les colocations. Ouais, ça comprend les colocs. Donc ça tue la coloc. Ça tue la coloc. D'accord. Il y en a certains qui se dirigent vers le dépassement de loyer pour prestations exceptionnelles, je crois que c'est ça le terme exact, en disant que c'est aménagé de façon particulière, que les parties communes. En fait, il y a une autre manière de compenser ça. Bon, alors, c'est pas trop l'objet, mais l'encadrement des loyers, sauf erreur, c'est par rapport au loyer hors charge. Et donc, il suffit que tu baisses ton loyer hors charge, mais tu maximises tes charges. Et là, du coup, ça te permet de compenser. Je pense que, alors c'est vrai que nous, dans les secteurs où on est, il n'y a pas d'encadrement de loyer, mais je crois que certains ont trouvé le fil, ont également trouvé le fil, ouais. Enfin, le fil, Je ne sais même plus si c'est hors charge ou. Je pense que c'est hors charge. On pourra regarder ça. Oui, je crois, ça paraît de toute façon assez évident finalement. Ouais, c'est certainement ça. Mais il y a plusieurs toujours façons de. On parle beaucoup de la niche du loueur meublé non professionnel. Qu'est-ce que tu penses là, on rentre aussi dans des notions comptables, de chiffres. Est-ce que c'est forcément mal de basculer en loueur meublé professionnel? C'est pas mal, mais en fait, ça porte très bien son nom. Le loueur meublé professionnel, ça devient notre activité principale. Notre métier devient être loueur meublé. Enfin, c'est ça fondamentalement. Donc, ça implique d'être traité comme toute personne qui a une activité économique. Toi, tu as une boîte, moi j'ai une boîte. On ne se pose pas la question de savoir si on doit être imposé comme un professionnel. C'est notre activité professionnelle. Mais en fait, c'est pareil, quand on passe loueur meublé et professionnel, là, le truc, c'est qu'il y a une petite bizarrerie, c'est qu'on peut le devenir sans faire exprès. Sans faire exprès. C'est quand même, on s'investit dedans, mais ouais, presque sans faire exprès, parce que c'est vrai que si on a des revenus, comme tu disais, l'exemple tout à l'heure, il faut y faire très attention, donc c'est pas pour rien que tu l'as dit, je pense. On est un chef d'entreprise, on se verse un salaire minimum, on va dire, allez, sans que ce soit minimum, c'est pas des mastodontes, 20 000 euros par an. Effectivement, si on fait un bel investissement dans un immeuble de rapport qui crache un peu, on a dépassé les 23 000 et on est au-delà de 20 000 a fortiori. Et donc là, on tombe en professionnel. Donc c'est vrai qu'il faut y faire attention. Le loueur meublé professionnel, donc c'est celui qui est affiché à l'écran toujours, il dépasse 23 000 euros et supérieur à ses autres revenus. Il a toujours les mêmes avantages. Je vais essayer de mettre la slide en même temps. Voilà, il a les mêmes avantages sauf un. Le rendement locatif est plus élevé, ça reste de la location meublée. Il y a toujours la disponibilité du bien, c'est des baux d'1 an, voire de la LCD, auquel cas, vous savez, c'est des réservations, c'est même plus des baux. Et on réduit son impôt puisqu'on est soumis aux bénéfices industriels et commerciaux. Par contre, attention, on n'est plus soumis à la plus-value des particuliers. C'est pour ça que j'ai fait bien rayé. On n'est plus soumis à la plus-value des particuliers, on est soumis à la plus-value des professionnels. Voilà, c'était la tarte à la crème, il fallait la dire. Plus-value des professionnels, c'est bien différent. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça implique des notions plus comptables et fiscales. Il y a de la plus-value à court terme, il y a de la plus-value à long terme. La plus-value à court terme correspondant aux amortissements pratiqués. Bon, bref, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Ça peut ne pas être non plus complètement embêtant parce qu'il y a des exonérations propres à la plus-value des professionnels. Il y a des exonérations propres. Je ne vais pas rentrer spécialement aussi, mais c'est quand on… Ouais, nous, pour compléter ce que tu dis, en fait, nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de LinkedIn, mais c'est vrai qu'on a fait plusieurs posts et même des modules de formation sur la location meublée, et notamment non professionnelle et professionnelle. C'est vrai on pourra le partager aussi avec l'épisode du podcast. On a fait tout un résumé, un slide avec différents cas et le fléchage. OK. Oui. Et en fait, pour faire court, si on bascule en loueur meublé professionnel, c'est pas un problème. Attention, par contre, à ce qu'il y ait quand même pas mal de travaux à déduire des loyers de telle sorte que on soit en déficit, si je puis dire, le plus longtemps possible. Si on est en positif en termes de bénéfices, là, on va être soumis à des cotisations sociales sur ce bénéfice qui sont supérieures à 40%. Donc là, c'est plus la même chose. Donc ça, c'est important de bien piloter ça. Et concrètement, par rapport à ce que tu disais en termes pour la plus-value court terme, plus-value long terme, ce qu'il en ressort d'une manière générale, c'est que le schéma qui reste
optimiser quand même au niveau de la plus-value, au niveau du meublé professionnel, ça va être quand on a des revenus locatifs, charges comprises, inférieurs à 90 000 € à l'année. Ça reste encore intéressant, et ça reste intéressant à partir du moment où on va garder le bien pendant 5 ans, parce que justement, on va être exonéré d'une partie de cette plus-value. Mais par contre, quand on dépasse les 90 000 €, ça devient plus compliqué, on va dire, fiscalement parlant, en termes de plus-value, quoi. En dessous de 90 000 €, hors taxe, c'est une exonération totale. On considère que tu as une petite activité professionnelle, et c'est entre 90 000 et 126 000 € qu'on est sur de l'exonération partielle, dégressive. Voilà. Et au-dessus de 126 000 €, par contre, c'est open bar. Là, ça y est, c'est imposition à fond. Ouais. Donc oui, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit charge comprise. À 90 000 € hors taxe, demeurer dans cette configuration reste intéressant, quoi. Voilà, ça reste intéressant, donc ce n'est pas une tare en soi. Et comme tu l'as dit, attention, les cotisations sociales. On est professionnel, une activité professionnelle, il y a de la cotisation sociale. Bon, les cotisations sociales, il y a toujours une cotisation minimale, parce qu'il faut s'inscrire aux indépendants, au régime sécurité des indépendants. Et puis, si on fait 0, il faut verser toujours 1145. Je l'ai là. C'est ça, il y a toujours un minimum. Et sinon, par contre, on est imposé, on verse des cotisations sociales, un peu plus de 40% sur les recettes, pas sur les recettes, pardon, sur les bénéfices. Donc là, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais c'est l'apanage de toutes les activités finalement quand même, hein. C'est là où il peut y avoir intellectuellement, il peut y avoir ça peut ne pas coller, parce qu'on se retrouve loueur meublé professionnel, comme on l'a dit, parfois sans trop le vouloir. Donc, celui qui dépasse sans trop le vouloir, il ne se voit pas comme professionnel, lui. Ça reste pour lui d'activité de gestion de patrimoine personnel. Or, on le considère professionnel. Donc, lui, il a beau avoir son activité, et là, il comprend qu'il soit soumis à des cotisations sociales sur son activité principale. Ben là, il a une activité qui est devenue considérée fiscalement comme principale, et donc qui est, elle aussi, soumise aux cotisations. Donc, ça peut être double emploi. D'où l'importance vraiment de se faire bien accompagner. Oui. Pour le coup, bien sûr, le notaire, bien sûr, l'expert comptable, et également l'avocat fiscaliste. Et ces 3 professionnels, avec bien sûr l'investisseur, doivent travailler de concert pour trouver le bon schéma. Et on en revient à l'anticipation, et c'est essentiel, quoi. Après, des gens comme toi qui ont étudié leur sujet aussi. Alors après, tu peux ne pas vouloir t'engager. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu vas sur engager ta responsabilité sur ce que tu conseilles. Mais il y a des schémas qui sont quasi standards une fois qu'on a bien les choses en place, qui correspondent à des profils. Et on sait qu'on est dans le vrai quand ça correspond à leurs besoins et à leur profil professionnel et à l'évolution potentielle de leur profil. Parce que comme tu disais, celui qui dépassait 23 000 €, mais il était couvert parce qu'il était en dessous de ses revenus d'activité de, disons, 40 000 €, et que d'un coup, il change complètement d'activité ou il lâche son activité. Là, d'un coup, il tombe en dessous de 23 000 €. Il devient un loueur meublé professionnel et il doit payer les cotises et tout. Et il faut qu'il percute, parce que s'il ne paye pas les cotises, il y a un moment, l'URSSAF va taper à la porte. Et donc, il y a quand même un petit avantage. On parlait tout à l'heure du déficit foncier, ça c'est revenu foncier. Mais il y a l'équivalent finalement avec le loueur meublé professionnel, c'est l'imputation des déficits sur le revenu global. Vu que c'est une activité professionnelle cette fois, si on fait du déficit, et c'est quand même un peu l'objectif à atteindre pour éviter d'avoir trop de cotises, bien sûr, on va imputer sur le reste de nos revenus, voilà, quels qu'ils soient. Et donc ça, c'est quand même bien. Le revenu global, c'est la somme de tous les revenus travailleurs non salariés, traitements et salaires, pardon. Donc ça, c'est les revenus des salariés, les BIC autres, les revenus fonciers y compris. Voilà. Ça, c'est la totalité des revenus sectorisés, ça fait le revenu global, et bien on peut déduire. Et clairement, en tout cas, si j'avais une recommandation à donner, si vous souhaitez basculer en loueur meublé professionnel, ou de facto vous allez basculer en loueur meublé professionnel, pour réduire ses cotisations sociales et être en maximum en déficit, plutôt forcer sur les travaux, quoi. Il va falloir maximiser les travaux, plutôt s'orienter vers quelque chose, alors soit de gros avec des travaux, ou de petits avec beaucoup de travaux, de telle sorte que vous allez pouvoir tenir, si je puis dire, jusqu'à ces 5 ans
si vous souhaitez après revendre, et vous serez, voilà, vous pourrez bénéficier du déficit, vous serez quasiment à zéro cotisation, même s'il y a quand même un minimum, et tout en bénéficiant d'une partie d'exonération de la plus-value. Donc, ouais, parce que clairement, cette partie cotisation sociale, plus de 40%, ça peut faire très, très vite mal, quoi. Ça peut piquer. Après, bon, il faut essayer de faire tampon avec ces travaux. Après, il y a un moment, bon, il ne faut pas voir ça comme un total échec d'en payer sur la fin des 5 ans. Voilà, c'est quand même qu'il y a des revenus qui tombent. Voilà, si ça génère des cotisations sociales, c'est que c'est bankable ce que vous avez fait aussi. C'est clairement, oui, on paye des cotisations sociales. De toute façon, un produit d'investissement qui nous enrichit, de toute façon. Donc, ça, c'est sûr. C'est vraiment du bénéfice qui est fait, parce que c'est que sur le bénéfice. Parce que du moment qu'il y a du déficit ou qu'on arrive à zéro, bon, l'équilibre, ça n'existe pas vraiment, donc globalement, on a un déficit, ben, c'est du bonus, mais il ne faut pas voir ça comme une tare que de se mettre à payer des cotisations, parce que c'est qu'on est en bénéfice réel, et ça tombe vraiment. Voilà. Bon, juste, j'aime bien dédramatiser une fois ce genre de trucs, parce qu'on vise tellement, il ne faut pas de cotises, que au moment où on se dit, je paye les cotises, qu'est-ce que je vais faire? Il y a ça, et non, même, il ne faut absolument pas être en loueur meublé professionnel, c'est la catastrophe. Non, ce n'est pas la catastrophe à partir du moment où c'est anticipé et on ne fait pas n'importe quoi. Donc, non, moi, je connais beaucoup d'investisseurs qui sont en loueur meublé professionnel et ça se passe très bien. Ouais. Ça s'anticipe. Voilà. Quand on sait qu'on va tomber dans ce régime de gré ou de force, eh bien, on l'anticipe, on est conseillé, on fait un plan de route, puis voilà, ça se passe bien. Quand on sait à quelle sauce on va être mangé, on y va, hein, c'est bon. Le vrai enjeu, c'est de ne pas savoir et de se retrouver chopé par le fisc, par l'URSSAF. Ça, c'est le vrai. C'est de subir plutôt que d'anticiper et de monter soi-même sa propre stratégie. Il n'y a rien de pire que de subir, quoi. Donc, d'être mis devant le fait accompli. Moi, niveau slide, je suis bon. Non, mais c'est super. Merci beaucoup, Dorian, pour ce partage. Non, c'est toujours un sujet qui intéresse les foules, si je puis dire. Le loueur meublé non professionnel et professionnel. On dévie un peu, mais des discussions qui sont… c'est quoi ton avis par rapport aux discussions gouvernementales sur… Je ne veux pas dire une stigmatisation, c'est surtout un focus là sur le LMNP notamment. Entre autres, dans le viseur, les locations courte durée, qui ont un impact sur la tension locative dans certaines villes notamment. Alors, j'avoue que je n'ai pas suffisamment creusé le sujet pour savoir où est-ce qu'ils ont fait le pont exactement entre LCD, de location courte durée, et LMNP. Parce que de fait, la location courte durée bénéficie du régime LMNP, on l'a dit. Mais je ne sais pas si c'est le LMNP qui veut le traquer en tant que tel, ou si c'est juste, ce serait un ricochet lié à la location courte durée. Parce qu'il pourrait y avoir une solution très simple, c'est de dire le LMNP, on le garde. Par contre, la location courte durée, on va créer un régime fiscal spécifique qui est moins avantageux que le LMNP. Et le LMNP, on le réserve pour la location de biens meublés à titre de résidence principale pour les locataires, ceux qui restent à l'année, 2 ans, 3 ans. C'est vraiment, tu vois, c'est là où je ne sais pas, je n'ai pas assez creusé le sujet pour voir s'ils avaient pris cette branche d'options potentielle. Parce que s'ils veulent striker le LCD, je peux entendre j'entends même très bien d'ailleurs qu'ils veulent juguler la location courte durée qui a pu déjà, dans certaines villes, et c'est le cas à Bordeaux, tendre le marché, rendre le truc… il y a des gens qui ont du mal à trouver des logements. Parce que, pour des questions de rentabilité et de rendement locatif, il y a énormément de gens qui se sont dit on va faire du Airbnb. Alors, encore une fois, pour ces propriétaires-là, ça s'entend. Il y a un rendement à la clé, il y a plus d'argent qui est disponible et il y a une demande, donc why not? Mais en même temps, il y a une autre… Quand cette demande est remplie, on met une offre en face de cette demande côté location courte durée, on grignote de fait l'offre qui permet à des gens de se loger. Et donc, ça tend le marché, les prix augmentent, les loyers augmentent et il y a des gens vraiment qui galèrent. Donc, je comprends que sur des villes où il y a eu des dérives,
on veuille encadrer la location courte durée. Et d'ailleurs, il y a tout un panel législatif déjà et réglementaire qui a été mis en place. Hein. Rien que le changement d'usage avec compensation, qui existe à Paris, Lille, je crois, et Bordeaux, c'est sûr. Nice aussi. Ouais. Mais ça, globalement, c'est terminé. Si on n'a pas validé, si on n'a pas eu l'autorisation pour faire de la location meublée saisonnière avant la mise en place de cette réglementation, ils ont permis de faire un changement d'usage contre compensation, mais la compensation est quasi impossible à faire. Donc, en fait, ils l'ont interdit. Ils n'avaient pas le droit de l'interdire, donc ils ont mis quelque chose d'impossible à faire. Non. Et encore une fois, je comprends politiquement, parce qu'il y a un besoin de logement. C'est quand même légitime pour des gouvernants, un maire, une communauté de communes, Bordeaux Métropole par exemple, moi je parle pour moi, de vouloir encadrer ça. Donc la fiscalité vient de se rajouter là-dessus, parce qu'on sait que c'est le pognon qui fait bouger les gens. Hein. C'est le fisc, la fiscalité et l'impôt, ça change les comportements. Donc, soyons vigilants, restons à l'écoute de ce qui va se passer pour guider au mieux les clients. Ouais. Moi, ce qui m'embêterait fondamentalement, c'est qu'ils fassent tomber complètement le LMNP. Juste pour, entre guillemets, juste à cause de la location courte durée meublé saisonnier. Parce que c'est arrivé après, ça s'est greffé dessus, ça ne pouvait que rentrer dans le canal LMNP, alors qu'en fait, le LMNP, de base, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour la location meublée longue durée. Moi, ça m'embêterait qu'ils strike le LMNP pour ça, vraiment, je serais pas bien. Surtout que je trouve que, bon, après, évidemment, c'est une niche, les niches, ils ont le droit de vie ou de mort dessus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a une chance qu'elle existe, entre guillemets, mais bon, ça m'embêterait. Donc, on va suivre ça avec attention. Est-ce que tu aurais un mot pour finir? Un mot pour finir, on a pas mal parlé. C'est bien, je suis à fond là, je suis à fond. Ben, on a quasiment épuisé le sujet, mais merci encore, Marc. J'aime beaucoup le concept de pouvoir échanger comme ça. Toi, tu as une vision assez globale de l'investissement. Tu fais appel pour telle ou telle chose à des personnes qui ont quelque chose à apporter et partager une connaissance ou une expérience, ou les deux. Et ça, je trouve ça génial. Donc, merci. Après, je vais revenir un peu, je vais boucler la boucle. Si vous avez une capacité d'emprunt et que vous pouvez investir, ou vous avez du cash, mais c'est encore mieux d'utiliser le levier bancaire, ne vous posez pas trop longtemps la question, envisagez sérieusement un investissement immobilier. Et pourquoi pas du LMNP pour commencer. Et pourquoi pas du LMNP. Merci pour ça, Dorian. Où est-ce qu'on peut comment on peut te contacter? On peut me contacter avec le smartphone, là. On peut me trouver sur LinkedIn, déjà, parce que c'est un canal que j'apprécie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on l'a dit. Donc, pourquoi pas rentrer dans le même cercle. Donc, LinkedIn, pas mal. Après, bon, un peu Instagram, YouTube, j'avais fait quelques trucs, je vais remettre aussi. Et sinon, moi, j'ai mon agence qui s'appelle Juridikimo, qui est à Bordeaux et qui fait partie d'un réseau dont on a fondé, on a mis en place les bases, le réseau ADN, les agents diplômés notaires, parce qu'on a cette volonté de mettre au niveau national des agences qui sont sous un drapeau qui est tenu dans chaque région par des anciens notaires, des diplômés notaires, qui apportent cette même expertise qu'on trouve très utile. Et les gens, quand ils le vivent, ils font « Ah bah oui, c'est vrai que… » Moi, j'ai un témoignage client où le client me dit « Au début, on te trouvait chiant. » Il dit ça. « On te trouvait chiant. » C'est sur YouTube. Moi, ça me fait marrer. Je l'ai mis sur YouTube. « Oh, on te trouvait chiant là avec tes trucs, ADN, on ne comprenait pas ce que c'était. Ah, par contre, quand on a vu qu'on a signé en un mois, on a compris pourquoi on avait fait ça. » Eh ben oui. Bon, le témoignage est excellent. Moi, j'adore. Voilà un peu ce que je mets en place, ce que j'ai mis en place avec. Pour le coup, ADN, je ne suis pas tout seul, je suis avec deux associés, Mélissa et Vincent. Mélissa étant sur la région parisienne. Et Vincent, c'est notre tête pensante, notre savant fou, notre conseiller scientifique que tu as eu l'occasion de rencontrer aussi. Et avec cette fine équipe, on a lancé ce projet qui n'est pas évident, parce que c'est un public assez peu nombreux. Un public qui n'a pas nécessairement la fibre commerciale. Les notaires, on nous apprend tout sauf à être commerciaux. Donc il y a ce mélange des genres qui est à la fois très enrichissant et en même temps dur à porter. C'est vraiment un switch mental. Il y a une déconstruction totale de ce qu'on
on est au début. Voilà. Et donc, et puis voilà, moi ce que je vais lancer là dans l'été, c'est des formations à destination des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier quels qu'ils soient, et peut-être même les investisseurs pourraient y trouver leur compte, des investisseurs un peu chevronnés, voilà, ou des gens qui sont dans la sphère immobilière. Je veux pouvoir rendre très accessibles des sujets qui paraissent imbitables à première vue. Je pense la plus-value immobilière, par exemple, il y a plein d'exonérations. Et quand on est dans quel cas on peut bénéficier d'exonération, dans quel cas on peut ne pas en bénéficier. Et quand on n'en bénéficie pas, comment ça se calcule en quelques minutes, voire en quelques secondes, parce qu'il y a des outils qui permettent de semi-automatiser tout ça. Donc voilà, j'ai envie de donner des clés, des trucs hyper actionnables que moi j'utilisais au quotidien à l'étude, parce qu'on est obligé d'abattre beaucoup de dossiers. Et donc on est obligé que ça tilte très vite. Et en fait, je veux donner ces outils-là aux intermédiaires immobiliers. C'est pas juste pour le plaisir, c'est que parfois, j'en ai vu, il y a des clients qui reviennent, il fait en fait, le dernier, quand je parlais de plus-value, le mec, il avait des yeux ronds comme ça, il comprenait rien, j'ai perdu confiance, enfin, ça m'a pas mis en confiance. Il peut être bon commercial, etc. Moi, ça m'intéresse quand même de savoir à combien je vais payer de plus-value, et j'aime bien avoir quelqu'un qui a du répondant là-dessus. Là, c'est des éléments qui, je pense, pour tout professionnel immobilier, peut apporter une plus-value à leur travail et se dire parfois, voilà, c'est peut-être ça qui manquait pour rentrer un mandat exclusif, par exemple. Totalement en phase. Donc ça sera la formation sera juillet-août. Hein. Je vais lancer ça dans l'été. Je vais mettre en place. Bon, là, c'est un peu le truc qui devient standard. Il y en a beaucoup de gens qui ont fait des formations, etc. Bon, ça tombe que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Je n'étais pas passé à l'acte par Internet, mais je donne des cours à la fac aux futurs clercs de notaire. C'est dans la continuité pour moi. D'accord. Okay. Voilà. Écoute, je serais ravi d'être un de tes premiers élèves. Ah bah oui, moi je serais ravi aussi. Élève de qualité, là, je vais avoir la pression. C'est ça, je serai celui qui est devant à lever le doigt. C'est bon, je sais, je peux répondre. J'adore. Les premiers de la classe, c'est mes préférés. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Dorian pour ton temps, pour le partage, l'apport de valeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait l'objet de beaucoup de questions de la part des investisseurs qu'on accompagne. Alors c'est vrai qu'on les guide, mais c'est toujours bien aussi d'avoir de reposer les bases. Et donc merci encore pour ça. Puis je te dis à très vite sur LinkedIn et puis j'espère très vite en live aussi. Ben oui, espérons que les auditeurs trouvent réponse à leurs questions. Ouais. Et puis à très bientôt sur LinkedIn et en live. Et puis j'apprécie nos conversations, nos échanges et tout porte à croire que les prochains seront encore plus intéressants que celui-ci, et qui est déjà de haut niveau, de haute volée. Donc, écoute, merci à toi Dorian et je te dis à très vite. Allez, ciao. Merci, à très vite. Ciao.